à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Émission spéciale cette semaine, un débat de près d'une heure avec les représentants régionaux des principaux candidats à la présidentielle. Un débat, voire même deux débats, car on commencera avec un débat de la droite, puis un débat de la gauche. Deux débats et une thématique qui s'impose comme la thématique principale dans cette campagne présidentielle, celle du pouvoir d'achat. Comment réduire notamment la facture des Français? Ce sera la grande question que l'on va poser avec Nicolas Crozel de France Bleu Loire-Océan. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. On va commencer par présenter les invités de cette première partie. Et d'abord Sébastien Pilard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller régional LR et aujourd'hui porte-parole d'Éric Zemmour pour le parti Reconquête. Bonjour à vous, monsieur Gauthier-Boucher. Bonjour. Vous êtes le représentant du Rassemblement national sur ce plateau. Vous êtes le responsable du RN en Loire-Atlantique et donc vous représentez Marine Le Pen pour ce débat, conseiller régional aussi. Alors du côté des Républicains, la porte-parole de Valérie Pécresse, Christelle Morançais, présidente de région, n'a pas souhaité participer à ce débat. Ce sera donc le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui représentera Valérie Pécresse sur ce plateau. Et puis en visio depuis Paris, on sera également avec Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, porte-parole du MoDem. Vous représenterez Emmanuel Macron. Avant de vous entendre, on va donner la parole à vous, chers électeurs, sur ce sujet du pouvoir d'achat. Sujet, on sait, de préoccupation. Avec Jean-Marc Lallier, on est allé sur le marché de Blain, en Loire-Atlantique, pour vous donner la parole. Regardez. Depuis mars, début mars, on est en chute là carrément. Ouais. Au niveau du chiffre d'affaires? Au niveau du chiffre d'affaires. Votre budget alimentaire a diminué? Oui. On fait plus attention aujourd'hui, on est obligé. À Cali, tout de suite, c'est 20 € de plus par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques mois. Vous vous privez? Un peu, oui, quand même. Ma pension qui tombe tous les mois, elle a très peu augmenté depuis 10 ans que je la connaisse. Par contre, les prix, globalement, ils ont augmenté partout, quoi. Je suis infirmière, mon salaire, il n'augmente pas. Faut que je mette de l'essence dans la voiture pour aller travailler et je vais dépenser plus par mois. Voilà, difficulté pour acheter à manger, difficulté pour faire le plein d'essence, vous l'avez entendu. On va commencer d'ailleurs par l'essence, si vous le voulez bien. Plus 30 € le plein en moyenne depuis le début de l'année avec la hausse des prix du carburant. Ça avait commencé avant la guerre en Ukraine et ça s'est poursuivi avec la guerre en Ukraine. Sébastien Pilard, je me tourne vers vous pour commencer. Éric Zemmour veut plafonner le litre à 1,80 €, mais comment vous faites ? Moi, c'est très simple. L'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir réduire les marges des distributeurs, des marges des producteurs, et évidemment de pouvoir finalement tasser et limiter ce montant à 1,80 €. Espérons que ça ne va pas durer des mois et des mois. L'objectif, c'est que chacun fasse un effort pour que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce ne soit pas les Français qui en pâtissent et que ce ne soit pas les Français qui sont dans l'obligation d'utiliser leur voiture aussi, parce que ce n'est pas non plus tous les Français, mais c'est une grande majorité des Français qui sont souvent oubliés des politiques, qu'ils ne pâtissent pas de cette politique. Donc voilà. Donc 1,80 € me semble, c'est déjà très élevé, c'est pas négligeable. C'est le montant qui était grosso modo appliqué à la pompe avant le conflit. On a conscience que c'est pas suffisamment bas. Je pense qu'un prix à 1,50 € serait plus acceptable des Français, mais 1,80 € c'est déjà un effort en mettant tout le monde de la table sur la fiscalité, sur les distributeurs, sur les producteurs qui font des marges assez confortables. Il n'y a pas de manque de pétrole sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain le manque de pétrole, donc il n'y a aucune raison que ce prix de baril monte aussi haut et que le prix à la pompe soit aussi élevé. Et donc je pense que c'est qu'une histoire de volonté politique et de mettre chacun face à ses responsabilités. Vous bloquez les prix à 1,80 € le litre. Sarah El Haïry, bloquer les prix, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez décidé de redonner 15 centimes aux Français par litre, une réduction à la pompe. Est-ce que c'est véritablement suffisant? Vous savez, le plus important pour nous, ça a été de répondre à l'explosion du prix des carburants, mais avant de faire les 15 centimes de réduction immédiate à la pompe par litre, c'est-à-dire à peu près 9 € par plein, en réalité sur un plein de 60 litres. On a d'abord 1 €, c'était suite à l'inflation, et il y a eu surtout une transformation aussi en profondeur qui a accompagné celle de permettre aux Français de changer de véhicules qui consomment moins, qui soient finalement consomment moins dépendants à cette essence. Mais la réalité, elle est là. Baisser le prix à la pompe, c'est d'abord garantir le plus vite possible, et ça sera dès le 1er avril, une baisse de 15 centimes par litre d'essence, avec des travaux qui sont en cours aujourd'hui
fait par le ministre des Transports pour accompagner, vous savez, les professionnels. On entendait une infirmière qui disait moi, je suis obligée. Eh bien oui, évidemment, tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture, plus encore parce que c'est leur travail, eh bien, nous sommes en train de trouver des mesures pour répondre à eux en particulier, que ce soit des routiers, des commerciaux, des infirmières, des médecins qui se déplacent encore au domicile. Et c'est notre priorité parce qu'aujourd'hui, le prix augmente et risque de continuer. C'est pour ça qu'il faut apporter des réponses immédiates. Merci Sarah El Haïry. Alors on va essayer d'améliorer la connexion avec Paris. En attendant, Franck Louvrier, Valérie Pécresse accuse le gouvernement d'avoir quelque part profité de cette hausse des prix de l'essence pour collecter encore plus d'impôts. Quelle aurait été la mesure juste selon vous ? C'est très simple, c'est de redonner aux Français ce que prend l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État prend à peu près 25 centimes. Et le gouvernement a décidé de ne redonner que 15 centimes. D'abord 15 centimes et que le 1er avril. Alors que cette décision-là, elle a déjà été prise depuis quelques jours. Je pense qu'il fallait redonner, bien évidemment, les 25 centimes pour éviter qu'en fin de compte, l'État spécule sur le dos de nos concitoyens. Et en plus, le faire immédiatement. Donc ça, c'est vraiment une mesure qu'il faut mettre en marche tout de suite. Je comprends pas pourquoi. On nous dit qu'il y a des difficultés techniques, qu'il fallait attendre un petit peu. Mais vous savez, quand vous êtes aux responsabilités, le but c'est d'éviter d'avoir des difficultés techniques. Sinon, vous n'êtes pas capable d'être en responsabilité. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et il faut les prendre vite parce que, comme vous savez, les consommateurs n'attendent pas de garder leur stock d'essence pendant quelques jours. Ils en ont besoin. Ceux qui circulent, et notamment ceux qui n'ont pas de transport en commun, comme une grande partie des Français, ont besoin de leur voiture. Et puis, dans une mesure importante aussi, pour nous, c'est d'indexer les indemnités de frais kilométriques sur le prix des carburants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça permet comme ça de mieux suivre l'évolution du carburant et de pouvoir être mieux indemnisé lorsque le carburant monte de façon brutale. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des montées très chaotiques du carburant. Donc c'est aussi à l'employeur de prendre sa part. Et donc ça permet aussi de pouvoir être plus réactif à l'endroit des hausses et des baisses. Gauthier Boucher, vous, du côté du Rassemblement national, c'est un mécanisme lié à la TVA, je crois, que propose Marine Le Pen, baisser la TVA. C'est ça votre solution ? Exactement. Nous sommes pour baisser la TVA de 20 à 5,5% sur l'essence, mais également sur l'électricité, sur le fuel, parce que nous considérons ces biens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des biens de première nécessité pour une grande partie de la population, et notamment dans les zones rurales, où pour se déplacer, pour travailler, pour ses loisirs, pour vivre tout simplement, on a le plus souvent besoin de son véhicule. On ne peut pas uniquement faire ses déplacements uniquement avec des mobilités douces ou avec des transports en commun. Mais ce sera le contribuable qui paye. Si ce n'est pas le consommateur directement à la pompe, en baissant la TVA, c'est le contribuable qui paye. Nous ferons des économies ailleurs. Il y a beaucoup d'économies à faire en France, et principalement sur la lutte contre l'immigration, lutte contre la fraude sociale, un grand nombre d'argent que nous donnons, notamment dans notre contribution à l'Union européenne chaque année. Ce sont les économies que nous ferons pour permettre aux Français de mieux vivre, pour leur rendre leur argent. Si nous baissons la TVA de 20 à 5,5%, ça baisse comme nous le combien à la proposons, pompe, là, du coup, si on passe ça baisse de 25 à 30 centimes pour un litre d'essence, 10 euros pour un plein et 12 milliards d'euros d'économies annuelles immédiates pour les Français. Ça fait plus qu'1,80 €. Sébastien Pilard, on voit bien la difficulté. Soit on joue sur chacun réduit ses marges comme vous le proposez, soit on joue sur la question de savoir si c'est l'État qui paye ou le contribuable, ou du coup quelque part le contribuable et le consommateur. C'est souvent les mêmes, les contribuables et les consommateurs. En gros, il n'y a pas de recette magique. Ah bah ça, je vous l'accorde, c'est que les impôts appartiennent aux Français. C'est-à-dire que c'est les Français qui payent au bout du bout. Mais l'incitation politique, déjà, c'est un peu inaudible d'entendre que de la part du gouvernement que la baisse pourra avoir lieu uniquement quand le problème technique sera résolu. C'est-à-dire que c'est pas aux Français de financer les problèmes techniques. Enfin, me semble pas forcément acceptable comme raison. Et surtout, en fait, je pense qu'en effet, l'objectif, c'est au bout du bout d'avoir un levier fiscal, mais surtout de faire pression auprès des distributeurs et des producteurs d'essence pour pouvoir justement faire baisser les prix, parce qu'aujourd'hui chacun doit se mettre autour de la table. Et ça, je pense qu'aujourd'hui on voit très bien qu'il y a un prix du baril qui a fortement augmenté, mais c'est sur du spéculatif, et finalement la raison pour laquelle il y a une hausse directe du prix à l'essence n'est pas très compréhensible. On va écouter Sarah El Haïry sur cette question du temps de latence avant d'avoir pris cette mesure de réduction à la pompe le 1er avril. De manière très claire. Le versement, dès l'augmentation en fait, du coût de l'essence, on a d'abord versé un chèque immédiatement de 100 € à tous les Français qui en avaient besoin en réalité. Et ça, c'était bien avant. Ensuite, il y a eu quoi ? Le blocage du prix du gaz, le blocage du prix du coût de l'électricité.
alors que ça explose partout autour de nous. Ça, c'est les protections très immédiates. Et sur l'essence, pas très clair, la question de la baisse de la TVA, ça prendrait beaucoup plus de temps et en réalité, on n'est même pas sûr que ce soit à la pompe. Alors que ce que nous on propose, c'est que immédiatement à la caisse, au moment où tu fais ton plein, que tu payes, eh bien, il y ait ces 15 centimes d'euros. Et c'est en réalité du paramétrage. C'est selon vous, Sarah El Haïry, la mesure la plus efficace. On va essayer d'avancer un petit peu dans ce débat. Je pense que les Français se fichent de savoir si c'est de la baisse de TVA ou la baisse de marge. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un montant butoir, 1,80 € de prix à la pompe. On a bien entendu votre mesure phare à 1,80 €. On va vous laisser un petit peu de temps de parole pour la suite de l'émission. Sébastien Pilard, on a parlé de cette question du prix de l'essence qui, effectivement, revient beaucoup dans les préoccupations, notamment des téléspectateurs de France 3 que vous avez vu tout à l'heure sur le marché à Blain. Mais les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, elles sont aussi liées tout simplement au salaire, à ce qu'on touche à la fin du mois. Alors, on a regardé avec Maxime, à gauche, tous les candidats veulent augmenter le SMIC et aucun de droite. C'est pourquoi c'est assez surprenant. Augmenter le SMIC, par exemple, Gauthier Boucher, c'est pas votre solution. Ça serait une fausse bonne idée, parce que c'est un argent qu'on dilapiderait comme cela. Nous sommes davantage, par exemple, dans les entreprises, pour une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC et une exonération de cotisation patronale. Mais augmenter continuellement le SMIC, comme le proposent les partis de gauche, ce n'est pas une solution selon nous. Pourtant, avec le SMIC, on ne vit pas forcément très confortablement. Bien sûr qu'on ne vit pas très bien, mais c'est selon nous une mesure démagogique et sans arrêt agitée par la gauche pour satisfaire une clientèle électorale. Mais ça n'est pas garantir l'intérêt général, c'est tout simplement une mesure électoraliste qui n'est pas du tout notre idée. Et inciter les entreprises, ça suffit? On peut leur dire allez-y, augmentez les salaires et l'intendance suivra? L'incitation est suffisante? Je ne dis pas que l'intendance suivra, mais ça les incitera certainement à augmenter les salaires de 10%, moyennant exonération de cotisation patronale. Ce sera une manière de renforcer un peu les salaires et d'améliorer le quotidien d'un grand nombre de salariés, d'un grand nombre d'entreprises françaises. Cet objectif à 10%, c'est aussi un chiffre qui est revenu dans la campagne de Valérie Pécresse, augmenter les bas salaires, pour le dire simplement, de 10%. Oui, de moins de 2 600 €. Ce qu'il faut surtout, c'est créer un choc de pouvoir d'achat. Et avec deux objectifs. D'abord, augmenter, bien évidemment, ceux qui gagnent le moins, et faire une vraie différence entre les revenus de l'assistance et les revenus minimums. Parce que, comme vous le savez, parfois, ça n'entraîne pas à ce que les gens aillent vers le travail. Et donc ça, c'est essentiel. Et de ce fait-là, Valérie Pécresse propose une mesure qui est une mesure sur 5 ans, pas uniquement une mesure de secours, une mesure sur 5 ans, qui permettrait d'augmenter le salaire net de 10%, avec pour la première année, c'est-à-dire 3% d'abord. 3% d'abord, et notamment avec le 3% de baisse de cotisation sur les retraites, ce qui permettrait immédiatement d'avoir un retour positif, et ensuite de négocier bien évidemment avec l'ensemble des employeurs pour permettre d'obtenir le reste à faire baisser et je dirais dans un jeu de négociation tout simplement. Par exemple en expliquant qu'on peut baisser les impôts de production et de ce fait-là, si on baisse les impôts de production, on peut augmenter les salaires. Vous savez, c'est ce qui se passe dans certaines filières qui sont notamment acculées par le fait qu'ils ne trouvent personne. Je vois par exemple dans une filière que je connais bien, qui est celle du tourisme, certains représentants professionnels ont été obligés d'augmenter immédiatement les salaires parce qu'ils étaient sous pression de trouver très peu de monde pour l'été. Donc voilà, il faut continuer. Dans ces cas-là, ils jouent le jeu, ils y vont, ils augmentent les salaires. Mais il faut que ce soit un rapport de force aussi, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a toujours des mesures, par exemple sur les normes qui nous demandent, par exemple sur les impôts de production que je citais tout à l'heure, et donc de ce fait-là, c'est gagnant-gagnant. C'est donnant-donnant. Sébastien Pilard, les salaires, je rejoins une partie de ce que vient de dire Franck Louvrier. Je rappelle que vous représentez Éric Zemmour. Oui, absolument. Après, j'étais arrivé de siéger. Et on était dans la même commission d'ailleurs, Franck. Voilà. Moi, je suis resté fidèle à ma famille politique. Moi, je suis resté fidèle à mes idées. Mais ma famille politique est fidèle à ses idées. Certainement, non. Mais sur l'augmentation des salaires. Sur l'augmentation des salaires. Alors, sur le SMIC, en effet, on est en désaccord. Et c'est pas parce que ça serait une gabegie, comme vous l'avez dit, ou une manière de... c'est tout simplement parce que quand vous augmentez le SMIC, d'une manière mécanique, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par le SMIC. Et notre objectif à nous, évidemment, c'est que le maximum de personnes puissent toucher le plus grand nombre, le plus maximum de salaire net à la fin du mois. Pourquoi ne pas le faire? Et parce que mécaniquement, quand vous êtes chef d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise pendant très longtemps, quand vous augmentez les minima, vous avez un nombre de personnes qui augmentent sur les minima, mais c'est pas les salaires qui augmentent. Moi, ce que je souhaite, oui, et puis une petite partie de la pyramide. Ce que nous souhaitons, c'est augmenter le salaire net,
des salariés tout en gardant la compétitivité de nos entreprises. C'est fondamental parce que sans compétitivité des entreprises, évidemment, les salaires seront beaucoup plus difficiles à se répartir. On vous a bien entendu. Donc, baisse de la CSG, participation plus simple et surtout une prime, zéro charge, pour pouvoir représenter un 12e, un 13e, 14e, 15e mois, sur le mérite que les salariés, que les employeurs pourraient distribuer leurs salariés pour éviter de charger l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. Sur cette augmentation du SMIC, est-ce que c'est un tabou au sein de la majorité présidentielle? Pourquoi vous ne l'avez pas proposé? Non, c'est absolument pas un tabou. En réalité, augmenter les salaires, il faut être en exemplarité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'employeur. Quand l'État emploie pour les fonctionnaires, on a aussi le projet du dégel du point d'indice parce que oui, la vie devient de plus en plus chère. On a augmenté les policiers, on a augmenté évidemment les enseignants, les soignants, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'il faut permettre finalement que le travail paye mieux. C'est pour ça qu'on a en réalité augmenté la prime d'activité, c'est 100 € par mois pour les personnes qui sont jusqu'à 2 fois le SMIC. On a aussi dans le projet, dans le programme, en réalité, le triplement de la prime Macron. Vous savez, c'est cette prime qui peut être versée par l'employeur sans zéro charge, zéro impôt, mais aussi permettre à ceux qui travaillent plus et qui font des efforts de mieux vivre. Quand on enlève les taxes sur les heures supplémentaires et les impôts sur les heures supplémentaires, eh bien oui, on crée du pouvoir d'achat supplémentaire. Tout ça, bien sûr, c'est plus de salaire pour ceux qui travaillent et accompagner évidemment une action très forte en baissant les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation, et enlever tout ce qui peut alléger finalement, vous savez, les dépenses qu'on subit qui sont... Merci Sarah El Haïry. Un mot très rapidement sur le niveau des pensions de retraite. On a lancé cette grande consultation Ma France 2022. Il y a eu beaucoup de propositions citoyennes sur la question des retraites, notamment Jacques Roger par exemple, qui nous dit qu'il faut augmenter les pensions et surtout les indexer sur le coût de la vie. Je crois que c'est ce que vous proposez au Rassemblement national. Il faut revoir l'indexation des retraites et les réindexer sur l'inflation? Oui, certainement, parce que les retraites ne sont pas au niveau de l'inflation, par exemple. Et il y a un certain nombre de petites retraites qui sont indignes. Quand on a 800 €, 900 € de retraite, évidemment, on ne peut absolument pas vivre. Et c'est le cas de millions de Français qui voient bien que la politique gouvernementale, la politique de M. Macron, de M. Castex, ici représentée par Mme El Haïry, a plutôt contribué à appauvrir les retraités. La hausse de la CSG... Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? D'abord, le constat, il est terrible du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la CSG de plus de 25%. Donc les 2 tiers des retraités se sont appauvris pendant le quinquennat de M. Macron. Donc c'est très bien d'avoir de bonnes mesures à leur endroit, mais il aurait fallu penser il y a 5 ans. On a plusieurs mesures à prendre. D'abord, le cumul emploi-retraite, qui est tout à fait intéressant, qui permet aussi de répondre aux problèmes de l'emploi et qui est essentiel. Et puis, je pense qu'il y a une décision qu'il faut prendre, qui est aucune pension inférieure au SMIC. Parce qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui que des personnes retraitées puissent gagner moins que le salaire minimum. Et puis enfin, c'est-à-dire un peu plus de 1 250 € en net. C'est tout à fait normal. Et puis, je pense qu'on doit aussi porter une attention toute particulière sur les pensions de reversion. On doit augmenter les pensions de version de 54% à 75%, ce qui permet aussi aux personnes, notamment souvent seules, de pouvoir résister à l'augmentation des prix et de la vie quotidienne. Sébastien Pilard, en quelques mots, sur les pensions de retraite, comment vous les augmentez? C'est exactement ça. C'est une baisse de CSG, moins 25% au début du quinquennat Macron. Nous proposons de baisser la CSG d'une manière importante pour que ça puisse représenter presque un 13e mois pour les salariés, mais aussi pour les retraités. Et une augmentation des pensions de reversion et puis évidemment travailler sur l'âge de la retraite qui est un sujet fondamental. Il ne faut pas arrêter de mentir aux Français, c'est qu'on ne pourra pas avoir une retraite à 60 ans comme le propose le RN et augmenter toutes les retraites et puis inflater. Oui, mais 60 ans, on ne va pas ouvrir le débat. Ici, restons sur le niveau des retraites. C'est important, on ne peut pas mentir aux Français et l'objectif évidemment c'est une durée de départ à la retraite à 64 ans en prenant en compte les carrières, la pénibilité évidemment dans l'industrie. On a entendu votre mesure sur la baisse de la CSG. Et les carrières longues. On va revenir, messieurs, comme il l'a fait sur un certain nombre de sujets. On va avancer et revenir sur le sujet de l'énergie. Parce qu'effectivement, les prix d'énergie, évidemment, c'est de plus en plus cher pour se chauffer, pour circuler, etc. On l'a dit. Vous êtes à peu près tous d'accord ici sur l'idée qu'il faut moins dépendre, par exemple, du gaz russe et une souveraineté par rapport à l'énergie. Vous êtes à peu près tous pour développer le nucléaire. Par contre, il y a des convertis récents quand même dans l'affaire. Certainement.
En tout cas, ça fait consensus aujourd'hui autour de cette table. Il y a un sujet qui divise. Le sujet, c'est peut-être les éoliennes, le durable. Et est-ce qu'on peut faire un petit rapide tour de table? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre les éoliennes? C'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup des téléspectateurs de la région. Dès qu'on est intéressant, Franck, tu parlais certainement sur le gaz russe, mais je crois que Nicolas Sarkozy, que nous connaissons tous les deux, il y a encore quelques mois, quelques années, proposait justement de lever les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc vous voyez bien la conversion est vous aussi un peu récente. Non, mais je pense que sur ce point-là, on n'a aucune leçon. Les éoliennes, en quelques secondes sur les éoliennes. Nous, sur la partie énergétique, mais aussi sur la partie environnementale, nous souhaitons conserver ce qui est beau, et donc nos paysages, notre ruralité, et évidemment les éoliennes. Nous partons du principe que ces éoliennes sont déjà totalement inefficaces sur le plan énergétique, aussi bien des éoliennes terrestres que les éoliennes offshore. Moi, je vous arrêtez. Sur la partie de certaines éoliennes, en fait, j'avais une ambition il y a quelques années, lorsque j'étais à la région d'ailleurs, de construire une filière industrielle. Forte est de constater que l'ensemble de ces éoliennes sont construites à l'étranger, ne créent très peu d'emplois en France, et donc la filière industrielle sur les ENR et notamment sur les éoliennes n'existera pas. Et donc en fait, en effet, nous souhaitons les arrêter et potentiellement tous les projets qui ne sont pas encore construits. Gauthier Boucher, vous, Rassemblement National, vous voulez carrément les démanteler? C'est ça, nous sommes pour un moratoire sur l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le démantèlement des éoliennes. Les Français ne doivent plus financer... En 5 ans, il n'y a plus d'éoliennes dans le pays? Ah non, pas en 5 ans, ce sera du plus long terme. Je pense qu'en une quinzaine d'années, nous pourrons démanteler complètement le parc éolien, conforter le parc nucléaire, engager le grand carénage, construire de nouveaux EPR, engager la construction de SMR et peut-être ici... Sur le nucléaire, on a bien compris que vous étiez d'accord. Franck Louvrier, sur les éoliennes, vous demandez l'avis aux populations, c'est un peu ça. Il faut avoir un discours responsable. On ne peut pas à la fois dire on ne veut pas du gaz russe et on ne veut pas d'énergie alternative. Il faut qu'on ait un mix énergétique, c'est-à-dire une différence provenance d'énergie d'un peu partout. Donc il faut être raisonnable. D'abord, bien évidemment, le nucléaire est essentiel. Et on a toujours eu cette ligne dans notre famille politique de défendre le nucléaire. Ça fait partie. Maintenant, il faut du mix énergétique. Alors, comme d'habitude, on veut toujours du mix énergétique, mais pas devant chez soi. Il est clair qu'aujourd'hui, les éoliennes... Il est clair qu'aujourd'hui, les éoliennes terrestres, il faut les installer avec l'accord des populations, sinon vous ne le faites pas. Ça, c'est une évidence. L'éolien marin, parce que c'est quand même un sujet qui est important, et je pense que tout le monde est concerné par le sujet. C'est quand même le nouveau parc qui va être installé, va fournir 20% de l'énergie pour la Loire-Atlantique. Quand on est dans une situation de pénurie d'énergie, surtout chez nous, où on n'a pas voulu de centrales nucléaires il y a quelques années, on a bien besoin d'avoir des champs d'éolien. Donc le champ d'éolien au large de Saint-Nazaire, oui, les autres, avec la concertation de la population. C'est bien entendu. Il reste quelques secondes. En 10 secondes, peut-être. En quelques secondes, en réalité, dans la continuité des propos de Franck Louvrier, mix énergétique, absolument, parce que oui, il faut une souveraineté, il faut de l'indépendance, il faut être pragmatique. Et pour être pragmatique, il faut une filière hydrogène, il faut de l'éolien, il faut du solaire, il nous faut du nucléaire, bien sûr. Et tout ça en accompagnant aujourd'hui la transformation, la transition de nos maisons. Alors, voilà, on a perdu un petit peu la liaison, mais on vous a bien entendu. C'est ce qu'on a commencé avec. Et vous allez donc continuer. C'est évidemment l'accompagnement des femmes. Merci beaucoup Sarah El Haïry. On va donc conclure la première partie de cette émission avec une question plus politique. À chacun d'entre vous, vous avez 30 secondes, pas une de plus pour répondre. On commence avec vous, Gauthier Boucher. Tous les sondages aujourd'hui prédisent un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On se souvient du naufrage il y a 5 ans de votre candidate Marine Le Pen. Est-ce que cette année vous êtes prêts ? Et est-ce que Marine Le Pen est prête ? Nous sommes évidemment prêts, nous sommes prêts à gouverner. Le seul sondage qui vaille, c'est le suffrage universel, le suffrage du peuple, les 10 et 24 avril prochains. Et si les Français veulent que l'on leur rende leur argent, que l'on leur rende leur pays, que la France reconquiert sa souveraineté, recouvre son identité, eh bien, il faut un vote de large rassemblement derrière une candidate qui dépasse les notions de droite et de gauche pour s'adresser directement au peuple, pour engager un dialogue direct avec le peuple. Cette candidate, c'est Marine Le Pen. Elle a énormément travaillé. Elle a fait aussi une part d'introspection vis-à-vis, vous le citez, de son précédent débat. Elle est prête à gouverner avec ses équipes, avec une équipe, encore une fois, de large rassemblement. Et nous donnons rendez-vous aux Français le 10 avril prochain. C'est fini. C'est terminé. Gauthier Boucher, je me tourne vers Franck Louvrier. Vous avez été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy en campagne et à l'Élysée. Quel regard vous portez sur votre candidate Valérie Pécresse ? Est-ce qu'elle ne vous déçoit pas un peu ? Est-ce que vous pensez qu'elle est à la hauteur dans cette campagne de la famille politique qu'elle incarne, celle de Sarkozy, de Chirac, de De Gaulle ? D'abord, c'est sa première campagne présidentielle. Et donc, c'était un enjeu très important pour elle de pouvoir à la fois être crédible et de pouvoir incarner sa famille politique. Et là-dessus, personne ne peut contester le fait qu'elle a réussi à imposer ses thèmes, à imposer un programme très construit, qui est sans doute celui qui est le plus construit de tous les candidats, des 12 candidats. Et puis, au-delà de ça, je pense que, franchement,
il faut toujours juger les gens sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, et jamais sur des prétendus sondages, etc. Et elle a été présidente de la région Île-de-France. C'est Elle terminé, l'est toujours, Franck Louvrier. et on a vu les résultats. Et donc, de ce fait-là, il faut lui donner un quitus pour l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Franck Louvrier. Sébastien Pilard, on aurait pu penser qu'Éric Zemmour serait le candidat capable de rassembler, en tout cas de faire la passerelle entre les droites, entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Finalement, quand on regarde cette campagne, on a l'impression qu'il s'est radicalisé, extrémisé, pourrait-on dire. Comment est-ce qu'il peut être en situation de rassembler derrière lui ? Déjà, je pense que quelque chose s'impose, c'est qu'il a réussi à imposer son thème de campagne, notamment sur l'immigration. Et Éric Zemmour est le seul à avoir mis finalement la campagne au bon niveau, notamment pour sauver la France, pour que la France reste la France, sauver la France du grand remplacement d'un côté et du grand déclassement de l'autre. Et Éric Zemmour n'est pas un professionnel de la politique, donc il appliquera son programme et son projet avec sincérité et authenticité. Moi, ce que je pense, c'est que vous appuyez sur les sondages, qui aujourd'hui, les Français sont encore très loin de l'élection présidentielle. Là, ça va tout de suite commencer. Je dirais que, je sais plus, je crois qu'il y a un sondage qui précise qu'il y avait 50% des Français qui étaient encore... Et donc je pense que Éric Zemmour est le seul à pouvoir unir les droites et donc gagner cette élection. Merci Sébastien Pilard. C'est la fin de la première partie de ce Dimanche en politique. Dans 2 minutes, on va retrouver les représentants régionaux des candidats de gauche. Mais avant cela, on va aller voir Virginie Charbonneau. Virginie, vous allez nous présenter les propositions d'autres candidats qui ne sont pas représentés sur ce plateau, mais qui animent la campagne sur ce thème du pouvoir d'achat. Oui, Maxime, on avait presque oublié ce qu'était l'inflation, la vraie, celle qui fait grimper les prix de 4% sur le seul mois de mars. Alors, on l'a vu, tous les candidats n'ont pas les mêmes recettes miracles pour le préserver, ce pouvoir d'achat. À l'extrême gauche, hausse des salaires et des pensions de retraite. C'est le credo martelé par Nathalie Arthaud, qui veut un SMIC à 2 000 € net. Philippe Poutou lui annonce 1 800 € net, plus une hausse générale de 400 € pour tous, avec en plus, pour l'un et l'autre, une indexation sur l'inflation. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste veut aussi favoriser le pouvoir d'achat des femmes. Il prévoit dans son programme d'imposer la stricte égalité salariale entre hommes et femmes, avec amende en cas de non-respect. Une mesure identique à celle proposée de l'autre côté de l'échiquier politique par Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France veut augmenter de 8% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC et baisser les charges salariales des entreprises de 20 milliards d'euros. Une mesure qu'il prévoit de financer en faisant la chasse aux fraudeurs, en supprimant, dit-il, des millions de cartes vitales, fausses cartes vitales. Enfin, Jean Lassalle est moins ambitieux pour le SMIC en ne proposant qu'un petit coup de pouce, 1 400 € net. Il veut lui surtout s'attaquer à la TVA sur les carburants en la baissant de 20 à 5,5% et à la situation des jeunes. Il pourrait bénéficier du RSA, mais attention, sous condition de formation et de ressources. Merci beaucoup Virginie pour ce décryptage. Nous voilà donc de retour pour cette deuxième partie de Dimanche en politique, avec maintenant un débat avec des représentants des candidats de gauche à la présidentielle sur ce plateau. Bonjour à vous Julie Laernos, adjointe au maire de Nantes, adjointe écologiste. Vous représentez ici Yannick Jadot. Bonjour à vous Mathias Tavel. Bonjour. Vous êtes conseiller régional La France Insoumise et vous représentez donc sur ce plateau Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être là. Aymeric Sasso, bonjour. Vous êtes vous aussi adjoint à la ville de Nantes. Vous représentez le candidat communiste Fabien Roussel. 2 adjoints, Nicolas, sur ce plateau, mais pas la maire de Nantes, Johanna Roland, qui est pourtant la directrice de campagne d'Anne Hidalgo. Elle ne s'est pas rendue disponible pour participer à ce débat. On entendra donc un petit peu plus tard les arguments du Parti socialiste sur le pouvoir d'achat. Et puis Sarah El Haïry, qui est toujours avec nous en visio depuis Paris pour représenter la majorité présidentielle. Et on va maintenant parler des salaires dans cette émission consacrée donc au pouvoir d'achat. C'est quand même évidemment un sujet majeur de beaucoup de Français. On a entendu tout à l'heure la proposition de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou, qui est un SMIC à 1 800 ou 2 000 €. Autour de cette table, aucun d'entre vous ne va si loin, mais vous êtes tous d'accord pour augmenter le SMIC. C'est la priorité, Aymeric Sasso ? Oui, bien sûr, c'est la priorité. Alors, votre infographie n'est pas tout à fait bonne, puisque nous aussi, c'est 1 500 €, un peu plus de 1 900 bruts pour aller à 1 500 € net. Comme quoi, ça a changé, je crois que c'était 1 400, c'est passé à 1 500. Avec nous, on peut gagner 100 € d'augmentation en quelques minutes, et je viens de le faire. L'idée, c'est de tirer tout vers le haut. Le salaire minimum n'est qu'un salaire minimum. On propose ici 30% d'augmentation pour les fonctionnaires et une conférence générale sur les salaires dans le pays, avec un objectif très précis, c'est rattraper les inégalités salariales hommes-femmes en 6 mois. La loi le permet, il faut s'y mettre, et c'est tout de suite. Julie Laernos, 1 500 € aussi dans le programme de Yannick Jadot.
à l'issue du quinquennat, donc ce n'est pas immédiat non plus. On a l'impression que chacun y va de sa proposition, 50 € de plus, 100 € de plus, c'est la course à l'échalote ou... Non, on a travaillé depuis 2 ans en fait, sur la réalisation du programme, donc c'est un programme concret qui se base sur la réalité. De fait, il y a une inflation depuis un certain nombre d'années et les salaires n'ont pas augmenté, donc il y a une nécessité, je pense qu'il y a un accord entre nous tous pour le coup, d'augmenter le SMIC, qui est le salaire minimum, et donc c'est 125 € d'augmentation tout de suite, et puis ensuite aller vers les 1 500 € pour les atteindre en 2027. On entendait tout à l'heure Sébastien Pilard qui nous parlait des patrons, notamment les petits patrons, des petites entreprises qui auraient bien du mal à aller augmenter les salaires de leurs salariés. Mathias Tavel, votre candidat Jean-Luc Mélenchon propose donc un SMIC à 1 400 €. Qu'est-ce qu'il leur dit à ces patrons de petites entreprises ? D'abord, il faut partir des besoins. Aujourd'hui, le besoin urgent, vital, c'est d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC à 1 400 € net, effectivement, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, les pensions et de bloquer les prix. Ça, c'est l'urgence vitale pour que les gens puissent vivre dignement. Et après, je crois que le représentant de M. Zemmour montre qu'il ne connaît rien à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, où trouvons-nous les smicards ? Dans les métiers du lien, dans la restauration, et vous n'allez pas aller manger un hamburger à l'autre bout du monde ou faire venir une aide à domicile de Pologne pour s'occuper de votre grand-mère. Donc ce sont des activités qui ne sont pas délocalisables, et la hausse du SMIC, c'est un mécanisme vertueux pour toute l'économie parce que ça fait de la consommation populaire, et avec ça, les gens peuvent vivre et consommer mieux. On va retourner voir Sarah El Haïry à Paris. Emmanuel Macron a annoncé récemment le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires. Ça a été vu comme un appel du pied aux électeurs de gauche. Concernant les petits patrons, les entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur dites ? En réalité, on baisse le coût aujourd'hui sur le travail pour permettre aux plus petits salaires de mieux vivre. On augmente la prime d'activité. On triple la prime Macron qui permet d'avoir en réalité jusqu'à 3 000 € à la fin de l'année en plus. On peut aller jusqu'à 6 000 parce que nous, on a envie d'accompagner aussi par le dialogue social. Et donc, s'il y a un accord avec les organisations syndicales, on peut aller plus fort. En réalité, il faut que la richesse, elle se partage mieux, qu'elle se partage justement. Et toutes les entreprises qui accompagneront ce partage de la richesse, on la fera. Et sur le dégel du point d'indice, en réalité, on a une inflation qu'on a rarement connue, et donc c'est normal d'accompagner aujourd'hui le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Sarah El Haïry, il y a une force de gauche autour dans cette émission qui n'est pas là sur ce plateau, c'est le Parti socialiste qui a aussi des propositions à faire en termes de pouvoir d'achat. Je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde les mots de Dominique Rimbourg, ancien député, président de la Fédération socialiste de Loire-Atlantique, et vous réagissez juste après. On augmenterait le revenu des Français. Et on augmenterait le revenu des Français par différents moyens. Premier moyen, l'augmentation du SMIC, plus de 100 € net. Deuxième moyen, c'est la limitation de l'écart de rémunération. Dans chaque entreprise, pas de rémunération supérieure à 20 fois le salaire de celui ou de celle qui est le moins bien payé. Et bien évidemment, des mesures en faveur du bien manger, c'est-à-dire de l'alimentation qui soit une alimentation de qualité. Voilà, alors on va parler justement d'alimentaire dans quelques minutes. Mais d'abord, on va s'arrêter sur cette proposition, peut-être limiter le ratio des salaires de 1 à 20 dans les entreprises. Julie Lernos, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, ça fait également partie du programme. C'est une aberration auquel il faut mettre fin, c'est un point d'égalité. De toute manière, je voudrais juste simplement dire à Mme El Haïry que c'est quand même un comble aujourd'hui, juste avant les élections, quand on voit la réforme des 1607 heures où on demande aux fonctionnaires de travailler plus pour gagner le même salaire. On a été obligés dans nos collectivités de le mettre en œuvre. C'est très compliqué d'expliquer, surtout après la crise du Covid où on a demandé à plus travailler, à s'engager pour gérer la crise que le gouvernement n'a pas bien anticipé et n'a pas du tout agi en collaboration avec les collectivités. Je trouve que c'est un peu gonflé aujourd'hui. Oui, l'inflation, elle a augmenté de 11% et le point d'indice que de 1,2%. Donc c'est une absolue nécessité de revaloriser. Et d'ailleurs, on a aussi de la peine à recruter dans les services publics de ce fait-là. On a compris. Donc vous êtes d'accord sur le ratio de 1 à 20 dans les entreprises. Jean-Luc Mélenchon avait fait campagne là-dessus en 2017. On l'entend beaucoup moins cette année. Ça a changé ? Moi, c'est une grande victoire pour moi de voir le Parti socialiste rallier à cette proposition que Jean-Luc Mélenchon porte depuis 2012. Et quand j'entends Mme El Haïry, maintenant ministre de Macron, dire qu'il faut dégeler le point d'indice, je dis que c'est aussi une victoire
pour l'ensemble des salariés et des fonctionnaires qui se sont mobilisés et pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il y a deux questions à se poser. Si vous voulez que ça soit fait, l'encadrement des salaires, la hausse du SMIC, le dégel du point d'indice, est-ce que vous faites confiance à ceux qui ne l'ont pas fait depuis 5 ans ou depuis 10 ans, ou est-ce que vous faites confiance à ceux comme Jean-Luc Mélenchon qui le portent avec constance et cohérence depuis 10 ans? On parle des entreprises. On va citer une autre proposition citoyenne sur Ma France 2022. C'est Corrigan qui nous écrit et qui nous dit que considéré dans l'entreprise, on est plus productif. Il faudrait un intéressement des salariés au bénéfice de leurs entreprises. Aymeric Sasso, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'intéressement, c'est le salaire. On est dans un pays où on ne peut plus vivre dignement de sa vie au travail. Et on est dans un pays qui s'appauvrit, puisque Sarah El Haïry, par ailleurs, même en visio, que je remercie de débattre avec nous, puisque le président Macron, il considère que les autres ne sont pas à son niveau, il ne veut pas débattre. Mais ils l'ont appauvri. Il faut cesser les baisses de cotisations sociales. 50 milliards d'euros ont été octroyés par le pouvoir Macron aux entreprises et permettre d'augmenter les salaires. C'est ça l'intéressement, c'est la bataille pour les salaires. Et il faudra continuer de gagner cette bataille. En réalité, dans la France de Macron, ce sont les milliardaires qui s'enrichissent et les plus pauvres qui s'appauvrissent. C'est le bilan désormais du quinquennat Macron. Après, je n'accablerai pas ce pauvre parti socialiste, puisque le principal bilan de Hollande, c'est Macron. Aymeric Sasso, on voyait, pendant que vous parliez, Sarah El Haïry vraiment faire la grimace, presque, j'ai envie de dire, quand vous n'êtes pas d'accord. Je crois que c'est un brin caricatural. Le travail, il faut qu'il paye mieux. Et évidemment qu'il faut un partage de la richesse. Je viens de l'économie sociale et solidaire. Et je considère que quand on crée de la richesse, alors on soutient notre modèle social. Et quand, en réalité, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est 170 € de plus pour un salarié au SMIC. Et c'est encore pas suffisant. Parce que tout est cher. Tout devient de plus en plus cher. Alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les cotisations pour les plus petits salaires. On accélère aujourd'hui la baisse des impôts sur les plus petits revenus et les familles les plus modestes. On enlève des coûts qui ne permettaient pas d'accès à la santé. Voilà la réalité. Et ça, c'est du quotidien. Par contre, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Oui, et c'est pour ça qu'il nous faut 50+. Je vois Mathias Tavel qui dit non de la tête. Vous avez une proposition, vous, forte dans cette campagne. On va parler des prix. Vous proposez tout simplement de bloquer les prix de plusieurs produits, on va dire, de première nécessité. 2 questions. Lesquels et comment vous faites? Alors d'abord, effectivement, bloquer les prix, pourquoi? Parce que les prix s'envolent, et ils s'envolent pour des raisons de spéculation, pas pour des raisons de pénurie, de quantité. D'abord, les prix de l'essence, du carburant, c'était ça la première mesure que Jean-Luc Mélenchon a portée dès le mois de septembre, en disant je bloquerai les prix. À l'époque, ils étaient à 1,40 € le litre, et déjà c'était beaucoup, donc nous restons sur ce montant, 1,40 € le litre. Et puis d'autres produits de première nécessité, 5 fruits et légumes par exemple, pour que les gens puissent tenir cette exigence de santé et d'alimentation saine. Et qui est-ce qui paye les producteurs? Non, ce les qui agriculteurs paye, c'est la grande distribution et l'agroalimentaire, pour le faire bref. Je crois que oui. Encore ces marges. Je crois qu'ils ont les moyens, et par contre, il faut en même temps un prix plancher qui sécurise les agriculteurs. Aujourd'hui, quand vous achetez au supermarché, il y a 8% du prix qui va dans la poche de l'agriculteur. Vous ne croyez pas qu'entre le consommateur et l'agriculteur, il y en a qui s'en mettent plein les poches? Eh bien, c'est là qu'il faut aller prendre l'argent. Point de convergence, peut-être, Aymeric Sasso? Sur ce point, oui. Mais en réalité, il y a 40 ans, il y avait 11 milliardaires. Il y en a 88. Ils ont multiplié par 7 leur fortune. Le PIB a doublé. C'est ce système-là auquel nous voulons attaquer. Bloquer les prix, capter les profits. 70 milliards pour le CAC 40 l'année dernière. Je pense qu'il y a de quoi faire pour répartir sur les prix. Total, 7 milliards de dividendes aux actionnaires. Je parle bien des actionnaires, parce que les profits peuvent être investis dans les entreprises pour la montée technologique, pour les salaires dont on parle beaucoup. Voilà, c'est tout ça que le gouvernement appauvrit, puisque Sarah El Haïry nous sort des chèques. Quand ils ont un problème, ils sortent un petit chèque pour acheter la paix sociale. En réalité, ils appauvrissent le pays. Et je veux revenir d'un mot sur le scandale McKinsey. Peut-on détester autant son administration, sa fonction publique, pour faire partir 2,4 milliards vers des cabinets d'expertise qui nous expliquent ce que vient de nous dire Sarah El Haïry, comment il faut accommoder tout ça. Bien, hein, c'est l'Élysée, le gouvernement qui a missionné et payé des études. Cabinets. C'est les sénateurs communistes qui l'ont révélé, et parmi lesquels McKinsey, qui ne paye pas ses impôts en France, qui est logé dans le Delaware, où il y a plus d'entreprises domiciliées que d'habitants.
temps. Voilà, c'est ce monde-là dont on ne veut plus. Et oui, il faut des convergences à gauche pour y arriver. Alors juste avant de vous entendre, Julie Layernos, je vais revenir sur ce que vous disiez, Émeric Sasso, en vous adressant à Sarah El Haïry, sur la politique du carnet de chèques un petit peu. C'est vrai qu'on a eu le chèque inflation, le chèque énergie. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut répondre à cette crise inflationniste? Est-ce que c'est en sortant le carnet de chèques, Sarah El Haïry? Il y a un moment, il y a deux manières de voir les choses. Soit on accompagne les Français immédiatement et on fait que le travail paye mieux, paye plus justement, on baisse les impôts, on permet à ceux qui en ont le plus besoin d'avoir des réponses immédiates, soit on est dans le yaka fuku. Moi, ce que je vois, c'est que pendant 5 ans, notre pays, il sort renforcé de 5 ans de présidence Macron, avec un travail qui paye mieux, avec des heures supplémentaires qui sont aujourd'hui plus chargées, qui permettent de gagner plus d'argent, avec des aides pour transformer et rénover ces maisons, avec une éducation qui est renforcée. Moi, je veux bien le blocage de l'ensemble des prix, sauf qu'en réalité, ce sont des slogans. Moi, ce que je veux, c'est que le travail paye mieux, que la richesse, elle soit créée dans notre pays. C'est la meilleure manière d'avoir le modèle. Ça fait beaucoup réagir sur le plateau. Julie Layernos. On va laisser une réaction parce qu'elle a... Une réaction globale, mais je pense qu'aligner des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, je pense que les Françaises et les Français ne sont pas dupes. Ils n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter pendant le quinquennat Macron. Ils n'ont pas vu leurs conditions de travail s'améliorer. Ils n'ont pas vu l'égalité femmes-hommes qui était pourtant brandie. Ça s'est dégradé aussi. Donc on ne peut pas laisser penser. Et puis vous parliez de l'économie sociale et solidaire. On a dû quand même se battre pour que dans le plan de relance qui était destiné à l'économie plus conventionnelle, ils puissent en bénéficier également. Donc je pense que sur un certain nombre d'éléments très factuels et très concrets, ce que vous dites, les Français et les Françaises ne sont pas dupes. Julie Layernos, juste une question sur les prix. Les Français sont notamment préoccupés par le prix de l'essence. Alors on sait que chez les écologistes, on n'est pas forcément fan de la voiture, mais qu'est-ce que vous dites aux automobilistes? Comment vous pouvez leur venir en aide? En fait, aujourd'hui, la situation dans laquelle on savait que le prix de l'essence allait augmenter, et c'est de manière conjoncturelle, mais aussi structurelle. On a créé cette dépendance à la voiture. Et qui en paye les pots cassés? Celles et ceux qui n'ont pas d'alternative aujourd'hui à la voiture. La mesure de Macron, ou le blocage des prix à la pompe, est en réalité une mesure très injuste socialement parlant. Ça veut dire que quelqu'un qui a une Clio et qui fait un plein, on leur donne avec la mesure de Macron 70 €. Un SUV de quelqu'un qui en a les moyens, c'est 140 € de subventionnement. Donc aujourd'hui, notre proposition, c'est un chèque énergie qui puisse passe de 400 €. C'était l'idée d'Emmanuel Macron à la base, le chèque énergie. Le chèque énergie. Vous le multipliez par 4. 400 €. Et qui ne peut être pas uniquement dédié à payer ses coûts de chauffage, mais également sur les coûts de transport. Il y a une formule de Fabien Roussel qui nous a fait sourire quand on a préparé l'émission avec Maxime. C'est qu'il dit la station-service, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Ça peut faire sourire, Émeric Sasso, mais quel est votre regard là-dessus? C'est pas très drôle parce qu'il y a tous ces salariés qui ont besoin de mobilité. Bien sûr qu'il faut favoriser d'autres types de déplacements. Nous, on est aussi pour investir massivement, aider les gens à rénover leur logement, aider les gens à acquérir des voitures propres, là où ils ont besoin pour les circulations pendulaires, les allers-retours domicile-travail, de pouvoir utiliser une voiture, donc l'acquisition de voitures propres. Quand on parle d'énergie, évidemment, on va aborder le nucléaire. Vous êtes le seul autour de cette table à assumer cette position de dire qu'il faut continuer et développer le nucléaire. Non, il y a Madame la Ministre aussi qui est sur cette position. Autour de cette table en présentiel, comme on dit. Physiquement dans ce studio. Expliquez-nous un petit peu le seul à gauche et on assume. Le seul à gauche. Parce que si notre objectif c'est le climat, on ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire. Il y a plusieurs rapports du GIEC, d'autre part, qui le préconisent. Il faut donc un mixte énergétique entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables, l'hydraulique, je crois que sur ça, il y a une large convergence ici, parce que c'est une énergie qui est pilotable. D'autre part, j'attire votre attention sur ce qu'on nous raconte et qui ne fonctionne pas. Si les salariés de Cordemais aujourd'hui dans notre département, ils ont dû mener une bataille pendant des années, parce que pour l'instant cette centrale est utile et surtout ils portent eux un projet de reconversion écologique qu'il était temps de soutenir et que la ministre a été conduite. Il a fallu des années de lutte. Au cœur de notre projet, il y a des nouveaux pouvoirs pour les salariés. Ils sont encore les plus compétents, et ceux de l'énergie en particulier pour le faire. Et surtout, un mot, une énergie 100% publique, donc le retour d'EDF à 100% public et de GDF. Sarah El Haïry, sur cette question du nucléaire. Sur cette question du nucléaire, nous, on est des pragmatiques et je suis en phase en réalité avec une grande partie de l'intervention d'Émeric Sasso.
il faut un point commun. Mix énergétique pour avoir plus d'indépendance. Et non, mais c'est vrai. Et pour avoir en réalité de la souveraineté. Ça veut dire, oui, il faut du nucléaire, c'est pour ça qu'on fait des nouvelles EPR, mais il faut aussi accompagner une consommation moins dépendante de nos maisons, de nos industries, investir dans l'hydraulique, investir dans l'hydrogène, investir dans l'éolien et le solaire, bien sûr, et accompagner surtout, vous savez, toutes ces dépenses qui sont contraintes et sur lesquelles on est parfois un peu pris à la gorge. Les dépenses sur le avec le transformation et la prime qu'on a mis en œuvre pour changer de véhicule et pour aider les personnes qui ont 3,5 milliards à 19 milliards pour une nouvelle centrale nucléaire qui n'est toujours pas possiblement ouverte. De l'argent on peut dire que l'argent public va vraiment au mauvais endroit. Le même montant, vous l'investiriez dans les énergies renouvelables, vous verriez votre indépendance énergétique là s'envoler. Chacun son tour. Le plus important, c'est de répondre aujourd'hui au quotidien des Français, leur permettant d'avoir de l'électricité, du gaz. On a dû bloquer les tarifs parce qu'il y a une inflation. On n'a pas entendu encore Mathias Tavel. Je vous coupe, Sarah Lahiri, parce que le temps défile. On n'a pas encore entendu Mathias Tavel sur cette question-là. Le nucléaire n'a pas bonne presse. Vous dites qu'il faut en sortir. D'ailleurs, on entend Jean-Luc Mélenchon le dire. On ne va pas le faire en claquant des doigts. Non, c'est pour ça que nous disons qu'on peut aller vers 100% d'énergie renouvelable, donc ni nucléaire, ni effet de serre, d'ici 2050. Ça laisse 25 ans pour l'organiser, pour le planifier. La planification écologique, c'est ce qu'on porte. Parce qu'aujourd'hui, que voit-on ? Le prix de l'énergie s'envole, EDF cassé par ce gouvernement, le nucléaire qui est une fuite en avant financière incontrôlée, et en même temps la France en retard sur les énergies renouvelables et sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a plutôt pas été fait depuis 5 ans va devoir être rattrapé avec les bouchées doubles. C'est ce que nous appelons, nous, la planification écologique. Et oui, c'est possible. Vous avez plusieurs scénarios scientifiques du réseau de transport d'électricité, de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui montrent qu'on peut avoir 100% d'énergie renouvelable, que ce sera plus performant écologiquement, que la France sera plus indépendante, parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, ça n'est pas l'indépendance. Il faut aller... Je termine, s'il vous plaît, juste là-dessus. Il faut aller au Niger ou au Kazakhstan, dans des conditions géopolitiques absolument insupportables, puiser l'uranium pour faire fonctionner nos centrales, et je ne crois pas que ce soit un modèle dont quiconque à gauche peut se revendiquer. Un mot chacun, Aymeric Sasso. Oui, non, mais j'ai compris. Jean-Luc Mélenchon nous a déjà fait le prédicateur du crépuscule avec les accidents nucléaires. Il n'y en a pas eu en France. C'est une énergie décarbonée. C'est une énergie décarbonée et sûre. Dont nous avons il faut prolonger la recherche et investir massivement. Regardez l'Ukraine. Il faut prolonger la recherche et investir massivement, mais nous en avons besoin si nous voulons décarboner, tenir les objectifs. Les rapports du GIEC préconisent aussi... À quel coût sur la construction de l'EPR, par exemple, Julie Lernos? Sur le nucléaire, être très clair. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui avec un parc de 58 centrales nucléaires dans un parc vieillissant. 13 réacteurs sont à l'arrêt. Quand on entend les propositions de relance du nucléaire, avec les coûts qui s'envolent, et puis à quel horizon pourrait-on construire des nouvelles centrales nucléaires? Ça serait prêt en 2040, en 2050? Ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne résout aucun problème sur le pouvoir d'achat. Ça ne change rien sur le prix de l'électricité. Donc oui, il faut investir massivement. Nous en sommes capables. Nous avons les ingénieurs pour. Il faut un choc d'investissement dans tout ce qui n'a pas été fait. L'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, etc. On va arriver au terme de l'émission. Surtout, il faut aussi investir massivement dans la réduction de nos consommations. La sobriété énergétique. On vous a entendu, Julie Lernos. C'est quasiment la fin de cette émission. On est obligé de vous couper parce que on a une question très importante à vous poser les uns après les autres. On va vous poser une question politique pour terminer cette émission et vous allez avoir 30 secondes pour y répondre, pas une de plus, pour permettre à nos téléspectateurs de savoir quand on est de gauche, quel candidat on choisit à la fin et quel bulletin on va mettre dans l'urne. Avant de vous entendre, on a posé la question à Dominique Rimbourg, car aujourd'hui Anne Hidalgo est à 2% dans les sondages. Alors on lui a demandé tout simplement, est-ce que ça vaut le coup de voter encore aujourd'hui pour Anne Hidalgo? Oui, ça a un sens. Ça a un sens. D'abord, les sondages peuvent se tromper. On l'a déjà vu dans le passé. Deuxièmement, le pays a besoin d'une pensée social-démocrate. Et cette pensée-là, c'est plutôt nous qui l'incarnons en faisant l'alliance du social et de l'écologie. Et personne ne l'a fait aussi parfaitement qu'Anne Hidalgo. Et troisièmement, il y a besoin d'une rénovation de la vie politique. Notre vie politique est très pauvre parce que nous sommes complètement phagocytés, nous sommes complètement aspirés par une élection présidentielle qui tue tout débat démocratique. Alors, en 30 secondes, c'est à votre tour, Mathias Tavel. Pourquoi, lorsqu'on est de gauche, il faut voter Mélenchon? Pourquoi, quand on est français, il faut voter Jean-Luc Mélenchon? Parce que l'élection qui vient est un référendum social.
Si vous avez M. Macron ou Mme Le Pen, vous n'aurez pas la retraite à 60 ans, vous aurez la retraite à 62 ou 65 ans. Si vous votez pour Le Pen ou pour Macron, vous n'aurez pas la hausse du SMIC, vous n'aurez pas le blocage des prix, vous aurez encore et toujours des pesticides, vous n'aurez pas la 6e République parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui fera la 6e République, qui mettra fin à la malbouffe, qui augmentera le SMIC, qui bloquera les prix, qui fera la retraite à 60 ans. Voilà pourquoi il faut porter cet espoir au deuxième tour. C'est pas seulement un vote utile. Le vote utile, c'est renoncer à des convictions par un vote tactique. Avec Mélenchon, vous faites 2 en 1. Portez un candidat au deuxième tour et portez vos convictions à l'Élysée. Aymeric Sasso, le vote utile, c'est votre Roussel à gauche? Moi, je me désole qu'à gauche, on en soit rendu à deuxième tour, pas deuxième tour. En réalité, la gauche a toujours été forte de sa diversité et elle a été tuée par les velléités hégémoniques comme celles qui viennent de s'exprimer à l'instant. Soit on veut sortir d'une France à 12 millions de pauvres et 45% de plus aidés par le secours populaire, et donc avec le candidat que je représente, le défi des jours heureux, cette belle promesse, eh bien on a un choix, votez votre cœur, le cœur est à gauche, et donc c'est le candidat du Parti communiste qui le représente le mieux. Julie Laernos, pourquoi est-ce que si on est de gauche, il faut voter Jadot? Est-ce que c'est encore utile? C'est plus qu'utile. Aujourd'hui, on vit une crise climatique sans précédent. Les choses vont s'accélérer. La crise sociale, puisque ce sont les deux faces d'une même pièce. Les mesures dans le programme de Yannick Jadot sont concrètes, se basent sur la réalité, pas dans une nostalgie ancienne d'un monde ancien qu'on voudrait réveiller. Ils sont chiffrés, pas comme dans le programme de Jean-Luc Mélenchon où on est sur une dépense de 250 milliards supplémentaires. On est concret, pragmatique. Et puis surtout, on répond et on anticipe les crises à venir pour soulager le pouvoir d'achat, redonner du sens à nos métiers et reconstruire la France dont nous avons besoin. C'est terminé. Oui, on vous a entendu. Mathias Tavel, on vous a entendu. Sarah El Haïry, la question vaut aussi pour vous. Est-ce que quand on est de gauche, je vais vous la dire très, très clairement cette question, est-ce que quand on est de gauche, on peut encore voter Emmanuel Macron aujourd'hui? Évidemment, parce qu'en réalité, nous, on ne combat pas pour aucune des chapelles. Le plus important, c'est pas si les idées, elles sont de gauche, de droite ou du centre. C'est est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour les Français? Est-ce qu'elles sont bonnes pour notre pays, pour l'Europe, pour nous permettre de mieux vivre? Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans? Eh bien, on a, avec beaucoup de pragmatisme, construit, répondu à des crises, à des tempêtes. Je pense à la crise sanitaire, je pense aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Je pense aussi à toutes ces grandes avancées. Qui, aujourd'hui, a accompagné les familles, a protégé les pensions alimentaires des mamans? Qui va chercher le renforcement de l'école? C'est fini. C'est terminé. C'est la règle pour tout le monde. C'est 30 secondes pour tout le monde. Merci Sarah El Haïry d'avoir été avec nous.